Si je vous parle de Maude, ça vous dit quelque chose? Maude, c'est la prof d'anglais que vous avez entendue tout l'été sur le podcast dans la série Immersion Reconversion. Elle avait accepté de documenter sa transition professionnelle tout au long de l'année 2024-2025 et son objectif était de ne pas faire la rentrée au sein de l'Éducation nationale en septembre dernier. Non seulement ça a marché, mais sans vouloir trop spoiler celles et ceux qui n'auraient pas encore écouté la série estivale, Maude a ajouté quelques contraintes à son parcours de reconversion en cours d'année, puisqu'elle avait choisi de partir s'installer en Espagne et avec son conjoint. Dans le dernier épisode de la série, qui était paru fin août, Maude débutait cette nouvelle année scolaire à Madrid, en disponibilité, sans papier et sans travail. Et quelques jours après ce dernier enregistrement, tous ses efforts ont commencé à payer. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse savourer cette mise à jour de la série Immersion Reconversion. Hello Florence, donc voilà les nouvelles après 2 mois d'installation à Madrid. Ça fait 2 mois et demi précisément que je suis arrivée. Je suis arrivée le 18 août et une fois qu'on a profité des premiers jours avec mes parents qui sont venus m'aider, après c'était le début de toute la période de recherche de travail et d'obtention des documents administratifs. Ce qui a été très très particulier, c'est qu'au 1er septembre, je n'étais ni résidente en France ni en Espagne. J'étais radiée de ma mutuelle et de mon assurance. La MGN m'a envoyé un mail pour me demander de renvoyer ma carte vitale et carte européenne pour destruction. C'est le mot qu'ils ont employé. Et j'étais là, c'est hyper violent. Bon, je ne l'ai toujours pas rendu. Et donc, j'étais un peu une sans-papier, sans travail. Et donc, ce n'était pas très, très confortable. Même si, évidemment, j'avais un logement et qu'en cas de problème, je peux toujours repartir en France facilement. C'est pas très loin non plus. Mais psychologiquement, quand même, se dire que tu n'as pas de papier, tu n'as pas d'assurance, tu n'as pas de travail, c'est pas hyper agréable. Au final, à part cet entre-deux un peu inconfortable, ce début de nouvelle vie était vraiment très agréable. J'ai profité fin août, début septembre d'aller courir les matins, d'écouter les podcasts, de faire des choses que je n'avais jamais le temps de faire. Dessiner, m'intéresser davantage au SOPK. J'ai ce syndrome et je m'y intéresse beaucoup depuis le Covid, où j'avais pris le temps d'approfondir sur les compléments alimentaires, la nutrition, et après j'ai un peu laissé, et là je reprends en profondeur parce que ça m'intéressait énormément de comprendre pourquoi j'ai ça, comment ça fonctionne, qu'est-ce que je peux faire, etc. Et j'ai découvert également le Human Design et ça me passionne. Donc je suis en train d'écouter énormément de podcasts là-dessus ou de lire des articles sur ce sujet. Et évidemment, j'ai profité des week-ends à 2, ce qui m'a fait le plus grand bien. Et pendant cette période, j'ai compris que avant, je n'allais pas forcément très très bien parce que ça faisait un moment que je n'avais pas ressenti cette envie de me lever le matin. Vraiment, là, cette période, je me levais à 6h30 sans réveil et j'avais vraiment envie parce que j'avais envie de faire plein de choses et de profiter de toute ma journée. Et ça faisait un moment que je n'avais pas ressenti ça. Et pourtant, je suis une lève-tôt. Donc, c'est là où je me dis peut-être que ça faisait un moment que je traînais quelque chose où je me sentais pas bien du tout. En parallèle, du coup, j'étais collée à mon tel toutes les heures pour obtenir un créneau pour les rendez-vous administratifs et j'ai postulé dans plein secteurs, enseignement, réception, téléservice, ménage, IA. D'ailleurs, le poste pour l'intelligence artificielle, c'est entraîner une intelligence artificielle sur la langue française, était une grosse arnaque. En fait, ils te font passer un entretien visio avec une IA. Ils te posent plein de questions. Franchement, ça a duré 40 minutes l'entretien. Et je devais répondre direct à des questions de pédagogie en anglais sur la langue française, sur la prononciation, sur plein de choses. Mais en fait, l'entretien en lui-même permet à l'entreprise d'améliorer leur IA. Donc, en fait, j'ai vu beaucoup d'annonces d'emploi passer sur l'IA avec le besoin de la langue française. Mais c'est juste l'entretien que tu fais en visio et déjà rien que ça leur permet d'améliorer leur propre IA. J'ai mis également 2 annonces pour donner des cours particuliers de français sur 2 sites différents et en peu de temps, j'ai réussi à avoir mes premiers élèves. Un homme d'une 40aine d'années à qui je donne des cours au parc du Retiro. Je me dis mais quelle chance, j'ai 1 heure de conversation dans un parc et je suis payée.
et une femme de 30 ans à peu près qui veut apprendre le français pour sa belle famille. Donc j'ai adoré l'idée et voilà, j'ai dit mais carrément trop bien. J'ai reçu des mails de refus pour le ménage, pour la réception, pour m'occuper des visas à l'ambassade. Ça, c'était un CDD. J'ai une réponse positive pour du téléservice, mais c'était 100% en télétravail et je ne voulais pas être enfermée à l'appart toute la journée. Et en plus, mon copain est parfois aussi en télétravail, donc c'était pas possible d'être tous les deux au même endroit pour travailler. Mais je dirais qu'il y a une 50aine de postes auxquels j'ai postulé qui sont restés sans réponse. De toute façon, étant donné que je ne parle pas bien espagnol, c'était compliqué de postuler dans un autre domaine. Et à Madrid, enfin de manière générale en Espagne, mais il y a une grande communauté de personnes venues d'Amérique latine qui sont arrivées en Espagne et forcément ont l'espagnol comme première langue, comme langue maternelle. Donc forcément, qui vont passer devant moi sur des postes qui nécessitent l'espagnol. Et sinon, je pense que je n'avais pas les compétences demandées. Par exemple, réceptionniste, il y avait une centaine de candidats qui postulaient. Et j'imagine que beaucoup avaient un parcours dans l'hôtellerie ou du moins des études ou de l'expérience dans ce secteur. Mais au final, tout s'est enchaîné hyper vite. Le jeudi 4 septembre, j'avais mon padrón, qui est mon document officiel qui montre que je réside en Espagne, que j'ai un logement en Espagne. Et le même jour, j'avais un entretien d'embauche à l'Alliance française pour être prof de FLE. Et le 5 septembre, le lendemain, j'avais mon NIE, donc c'est le document officiel pour pouvoir travailler. Donc j'avais réussi à avoir les rendez-vous et c'est franchement incroyable car le 7 septembre, l'Alliance m'a écrit pour me dire que j'étais embauchée. Donc tout était hyper bien aligné, tout s'est fait très vite. Et cerise sur le gâteau, comme je le souhaitais, l'Alliance m'embauchait avec un statut autonome, c'est-à-dire que je travaillais comme indépendante, payée à l'heure de cours. Et étant donné que je voulais progressivement chercher un métier à mon compte, grâce à ce poste, je peux découvrir les facettes de l'entrepreneuriat tout en restant prof avec les compétences que j'ai déjà. Le même jour, j'avais une réponse positive également pour un service médical français pour préparer des sondages pour les médecins. Ça me plaisait, mais je préférais choisir l'Alliance française. On était une quinzaine de candidats, ils en ont pris 4. Mais une fois l'euphorie du moment passé, le soulagement passé, je me suis dit « Oh non, mince, je suis encore prof, j'avais pas envie d'être prof, pourquoi j'ai accepté de refaire ça ?» Mais bon, en fait, j'ai accepté car contrairement à un temps plein qui est ici à 40 heures et payé le SMIC à 1 000 €, là, en étant prof, je pouvais continuer à avoir du temps libre pour moi. C'était mes compétences et vu que j'ai le statut autonome, je n'avais pas de contrat et donc je me sentais un peu libre. Voilà. Donc je me suis dit que c'était mieux. Je me suis donc inscrite au fisc en tant qu'entrepreneur. Mais alors déjà, je ne connaissais rien en France sur ce statut et sur comment faire. Là en Espagne, forcément, c'était pire. Donc j'ai demandé à un restor, c'est un comptable, de faire ma déclaration et c'est lui qui va s'occuper de ma partie impôt. De toute façon, en Espagne, tous les autonomos ont un restor, je crois que c'est obligatoire. Donc dès septembre, l'Alliance française m'a donné mes premiers créneaux de cours de français à donner. J'ai des cours pour adultes en entreprise et franchement, j'ai une chance incroyable car je donne des cours dans un cabinet d'avocats pour une femme qui est super gentille et qui commence à me livrer aussi tous ses problèmes personnels ou ses difficultés face au travail. Et j'ai l'impression que c'est juste une conversation entre amis ou une séance de psy. Il y a une autre femme, pareil, dans un groupe de e-gaming avec qui je m'entends très bien. Maintenant, on prend le café ensemble avant le cours. Et puis, 3 femmes qui travaillent comme conservatrices pour le Prado. Donc, c'est quand même assez incroyable. Et j'ai cette chance énorme de rencontrer au final des personnes que je n'aurais jamais rencontrées en tant que prof en France. Donc, ça me fait tellement du bien. Et évidemment, je découvre le milieu des entreprises. C'est hyper intéressant. Je vais soit dans des immeubles de bureaux où je vois les gens travailler dans des open space, le truc que j'avais jamais vu avant, et soit dans des bâtiments magnifiques dans le centre de Madrid. Donc voilà, ces cours-là, vraiment, je les adore. J'ai également un cours à domicile pour 2 adolescents, donc par l'Alliance française aussi. Et voilà, je me dis, bon, mais c'est mes 2 petits ados, je garde un pied
dans l'éducation avec les ados. Mais ça peut changer parce qu'en janvier, je peux avoir d'autres cours en fait avec d'autres personnes, donc plus d'ados peut-être. Et ça, je ne choisis pas. Donc ça va être l'inconvénient de travailler pour l'Alliance. J'ai eu également des cours intensifs pour une dame d'une 50aine d'années pendant 2 semaines qui voulait améliorer son niveau en très peu de temps. Donc ça, c'est les genres de cours que je peux avoir et que j'ai eu dès septembre. Mes cours de français avec les adultes en one-to-one, avec seulement une personne ou en tout petit groupe, 2 ou 3, sont vraiment incroyables. C'est vraiment ce que j'adore. Je ne vois pas l'heure passer, je me sens détendue, je me sens bien et j'apprends à connaître les gens en leur faisant apprendre le français. Du coup, c'est là que je me rends compte que j'avais vraiment besoin de changement. Les classes de 30 élèves, la plupart non intéressés, qui en plus parfois peuvent te mener la vie un peu difficile, je n'en voulais plus. Et surtout de me dire, mais pendant 30 ans, je vais faire ça tout le temps, tous les jours, les mêmes cours, les mêmes types de cours, les mêmes classes, pendant 30 ans encore. Mais impossible. En fait, vraiment, je crois que c'est la meilleure décision que j'ai prise, en tout cas de faire au moins dans ma vie autre chose que de faire des cours d'anglais à des classes d'adolescents. Et vraiment, je le dis avec tout mon amour pour les ados et ceux à qui j'ai donné cours, mais vraiment, j'avais besoin de changement. Et je le vois maintenant, mon état de fatigue n'a rien à voir. Et je n'ai pas les réunions, pas de rapport à faire pour les élèves perturbateurs, pas de réprimande à faire, pas de bulletin à remplir. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les côtés très positifs. J'ai fait ma première facture de septembre et j'ai adoré faire une facture. Voilà, je me suis sentie un peu comme une chef d'entreprise. Et donc, à partir d'octobre, mon emploi du temps s'est vite rempli. J'ai eu également des cours dans l'Alliance française pour des groupes. Et là, c'est drôle. Donc, je me suis retrouvée dans une salle de classe avec un groupe d'élèves. Donc, c'est des adultes. Il y a 10 adultes max. Hein. Mais au final, je me rends compte que c'est ce que j'aime le moins. Je sens que ça me fait plus vibrer, en fait, de donner cours à une classe. Je préfère vraiment les conversations profondes avec une personne. J'essaie de me le garder dans un coin de ma tête parce que je me dis que c'est peut-être là où je dois aller pour ma reconversion. J'aimerais vraiment un métier où il y a ce genre de moments de conversation avec une personne, des moments où je travaille toute seule aussi et pourquoi pas quelques moments de groupe mais que ce soit pas régulier. Ou que ce soit peut-être une fois par semaine. Mais j'avoue, là, j'y vais 2 fois, c'est déjà beaucoup. Même en octobre, j'ai dû refuser des cours particuliers pour un enfant parce que je savais que ça allait me demander trop de préparation. Et je me suis dit, en fait, non, là, je peux pas. Émotionnellement, je sentais que mon énergie n'était pas là pour faire de la prep pour des enfants parce que ça me ramenait en fait à mon métier de prof au collège. Et pour 2 adolescentes françaises, car la mère voulait que je leur fasse étudier des romans français, donc que ce soit des vrais cours de français. Et là, j'ai senti dans mes tripes que je n'avais pas du tout envie. Et c'est drôle parce que j'ai refusé, avec quand même de la culpabilité parce que je me disais j'ai besoin d'argent et je suis en train de refuser alors que je devrais le faire. Mais quelques jours plus tard, j'ai vu une annonce de personnes qui habitent dans mon quartier et cherchaient pour leur fille de 17 ans. Et là, j'ai senti dans mes tripes que ça allait être bien. Et effectivement, sa famille et elle, ils sont d'une gentillesse incroyable et je prends vraiment plaisir à lui donner cours. Donc, c'est là aussi où j'apprends à sentir si je le sens ou pas et si j'ai envie ou pas. Donc, quand même, j'ai un peu le choix de choisir, même si, clairement, je ne peux pas me permettre de tout choisir. Pendant ces 2 mois et demi, j'ai surtout appris à relâcher. Alors, mon salaire, il a clairement diminué. Mais de toute façon, voilà, un SMIC en Espagne, c'est 40 heures pour 1 000 €. Et là, grâce à l'Alliance, je pense que pour le mois d'octobre, je vais à peu près recevoir 1 300 €. Et après, il y a mes heures de cours particuliers. Donc, peut-être que je vais être à 1 400, mais à 1 500. Mais après, il faut déduire du coup tout ce qui est URSSAF, tout ce qui est sécurité sociale. Je fais environ 18 heures de cours par semaine, à peu près. Et ensuite, j'ai les heures, évidemment, de préparation.
en sachant que chaque cours est différent. Ça me demande de la prep quand même, parce que j'ai les niveaux débutants, j'ai les cours de conversation, j'ai les cours d'ado, j'ai des cours pour la préparation au DELF. Donc il y a quand même pas mal de choses à faire, à préparer. Et évidemment, les lieux de cours ne sont pas du tout à côté de chez moi. Donc je passe quand même beaucoup de temps à marcher pour aller soit dans les entreprises ou dans les cours qui se passent à l'Alliance. Eux sont à 40 minutes à pied. Mais bon, c'est hyper agréable. Je traverse le parc, je marche le long de Madrid. Enfin, c'est quand même super. Et donc, je fais entre 9 et 13 km par jour à pied. Ça me met environ 1 heure en moyenne pour me rendre à un cours. Mais voilà, vu qu'il fait toujours très très beau, j'ai eu pour l'instant un seul jour de pluie. C'est quand même très plaisant de s'y rendre à pied. Et certes, franchement, ça me fait perdre du temps sur beaucoup de choses. C'est pas efficace. Mais ça m'oblige vraiment de ralentir par rapport à mon rythme des dernières années. Et c'est peut-être par là que je dois aller d'abord pour en fait un peu me ressourcer. Donc je me dis c'est quand même peut-être une bonne passerelle de ne pas reprendre un rythme à 40 heures. Là, le fait d'avoir cette occasion de pouvoir en fait me rendre à pied et de pouvoir réfléchir, de pouvoir écouter des podcasts. Donc, j'écoute énormément de podcasts donc, sur les human design, les reconversions, la santé et donc l'auto-entrepreneuriat. C'est vraiment tous les domaines qui m'intéressent et donc j'écoute énormément de choses là-dessus. Et donc, j'ai aussi le temps, le fait de ne pas être avec ces 40 heures de travail dans un même endroit. J'ai quand même le temps de me créer un réseau, de faire de la Zumba ou de la danse libre. J'ai fait mon premier atelier ce week-end et c'était très drôle. C'était avec une centaine de personnes. C'était incroyable. Vraiment, je pense que la danse libre doit être développée. Et je prends également des cours d'espagnol le vendredi matin à 7h. Et j'adore me lever pour ça. C'est là, en fait, je me dis j'avais vraiment besoin de découvrir autre chose et d'apprendre quelque chose de nouveau. Parce que vraiment, ça m'anime tellement. Je suis trop contente. Le matin, je me lève hyper tôt pour faire mon cours d'espagnol. Et vraiment, je suis trop contente de faire ça. Donc ça, c'est le côté quand même plutôt agréable du fait de ne pas être à 40 heures et au SMIC. Et en parallèle, j'ai rencontré du monde grâce au networking. J'ai revu une fille que j'avais croisée lors d'un atelier de conversation espagnole en avril dernier. Et on s'est vraiment bien entendu, donc maintenant on se voit régulièrement. Et ce networking était juste super parce qu'on avait dû compléter un formulaire pour dire ce qu'on recherchait, comme un genre d'application de dating. Et j'avais parlé donc de la danse, du bien-être, et ensuite on t'attribuait une personne. Et toi, tu disais aussi ce que tu avais comme compétence et voir si, pareil, on pouvait t'attribuer une personne. Donc, c'était hyper formateur, hyper enrichissant parce que les gens, en fait, se sont rencontrés pour apprendre, pour échanger sur leur domaine d'expertise ou pour prendre des conseils, etc. Et c'est là où je me dis, est-ce qu'il y a vraiment un hasard ? Mais je suis juste arrivée à la soirée et sans même, la première personne à qui j'ai parlé, c'était une personne qui s'est reconvertie dans la sophrologie. Donc, hyper intéressant. Et elle fait des retraites. Le truc que j'adore et que je garde dans un coin de ma tête en me disant est-ce que ce serait pas un peu mon rêve d'animer des retraites à l'étranger ou voilà. Donc, c'était très intéressant de parler avec elle. Ensuite, elle a parlé avec son match qui a fait une formation de yoga et de fil en aiguille, en fait, tu rencontres du monde de ton centre d'intérêt. Donc là, j'ai rencontré plusieurs personnes dans le milieu du bien-être ou qui sont en reconversion. Et puis, au final, je n'ai vu, moi, mon match qu'à la fin parce qu'elle n'était pas là. Et elle est arrivée et elle connaissait déjà beaucoup de monde. Elle est prof de danse installée à Madrid. Et je lui ai posé 3 questions, mais j'ai senti qu'elle n'avait pas forcément envie de développer. Donc, je l'ai laissée. Et en partant, c'est vraiment très, très drôle. Comme quoi, est-ce qu'il y a un hasard ? Je suis partie de cette soirée et là, je croise une femme qui, elle, arrivait et elle me pose une question sur la soirée. On discute quelques minutes et il s'avère qu'elle est prof de FLE à l'Alliance. Enfin, elle n'y est plus. Elle était prof de FLE à l'Alliance et du coup, on s'est appelé le lendemain et elle m'a donné beaucoup de conseils. Voilà, c'est quand même assez fou. Pareil, il y a une amie
en France qui m'a donné le contact de ses amis à Madrid, que j'ai vu du coup plusieurs fois. Enfin, en fait, le réseau se fait assez facilement. Et ça, c'est quand même plutôt agréable de pouvoir se dire, je me fais mon petit réseau à Madrid. Et j'ai revu plusieurs personnes de cette soirée et c'est toujours enrichissant de partager en fait notre parcours, comme celle-là qui a fait une formation de yoga, qui est en reconversion et qui essaye d'installer des ateliers. Et en plus, donc cerise sur le gâteau, je m'entends très bien avec mon élève de cours particulier qui a la trentaine. Et ça peut par contre devenir un problème parce que je m'entends bien en finale avec les élèves à qui je donne cours. Et je me dis, il faut vraiment que j'arrive à faire la part des choses entre profs et amis. Parce que moi, je suis capable de dire « Ah mais non, t'inquiète, on fait ça gratuitement, ça me fait plaisir. » Alors que non, c'est mon travail. Et du coup, il faut vraiment que j'essaye au maximum de me le mettre dans la tête. Que même si je m'entends bien, d'assumer que y a une part, c'est le travail et que j'ai le droit d'avoir cette rémunération. Voilà, mais en tout cas avec cet élève c'est super chouette parce qu'on est assez flexible selon nos ODT, on peut le faire en ligne, dans un café, boire un verre de vin en faisant cours, bref, c'est quand même agréable. Mais mine de rien, même si c'est mon domaine d'expertise, c'est compliqué de se sentir légitime et de me payer en fait au service rendu. C'est une façon très bizarre pour moi de réfléchir parce que j'ai jamais eu à penser à ça. Tu recevais ton salaire tous les mois. Et même quand j'étais étudiante, je bossais en saison et j'avais un salaire au mois. Donc c'est fou parce que dans mes cours particuliers, quand ils me donnent de l'argent, je suis toujours mal à l'aise. Voilà, j'ai tendance du coup à travailler beaucoup les cours pour éviter de sentir un peu que je les enfume. Mais il y a aussi, pareil, le tarif, quel prix tu mets. Et moi, c'était hors de question, là, les cours en ligne que je vois, les profs, ils mettent 8-10 euros. J'étais hors de question que je mette ce prix parce que ça, c'est quand j'étais babysitter à 17 ans. Et vu mon domaine d'expertise, je ne peux pas me permettre de mettre ce prix. Et en fait, là, j'ai mis 25 euros pour les cours particuliers. Pour commencer, pour moi, c'était juste. Je me sentais pas à l'aise de mettre plus, mais je voulais pas mettre moins. Et en fait, ça fonctionne. J'ai 4 cours particuliers et ça fonctionne très bien. Et oui, je découvre aussi l'envers du statut autonomo parce que effectivement tu es payé donc à l'heure ou au service rendu, et si tu n'as pas de clients, tu n'as pas d'argent, et donc ton chiffre d'affaires aussi, ce n'est pas ce que tu gagnes parce qu'après il faut tout déduire. Donc je connaissais tout ça, mais en fait de le vivre, tu t'en rends compte vraiment. Et donc, évidemment, je n'ai plus de vacances. L'Alliance française ferme une semaine en décembre. Donc, pendant cette semaine, je ne serai pas payée. Si un élève annule un cours, je ne suis pas payée. Après, ce que je trouve super, c'est que c'est une excellente transition pour moi. Je peux observer et me rendre compte si c'est ce que je veux, si ce statut d'autonome est fait pour moi, mais en évitant d'être confrontée à un métier complètement nouveau, ce qui m'aurait apporté encore plus de peur et d'anxiété. Donc je pense que c'est une bonne transition et je comprends maintenant pourquoi de l'autre côté, beaucoup de personnes disaient « Les profs, vous avez énormément de vacances ». Franchement, je le comprends. Alors même si, je sais pourquoi on avait des vacances, enfin je sais pourquoi les profs ont des vacances, mais maintenant qu'on n'en a plus, on se dit « Ah ouais, les profs ont quand même beaucoup de vacances ». Mais je n'ai absolument pas le même taux de fatigue. Je me sens pas épuisée comme je l'étais en tant que prof. Franchement, je me sens pas épuisée. Et après, j'ai pas du tout le même taux de travail et je n'ai pas la même charge, je n'ai pas le même salaire. Clairement, enfin, c'est là où je me pose la question, est-ce que pour avoir un bon salaire, il est nécessaire en fait de travailler énormément? Mais c'est peut-être une croyance limitante pour le coup que j'ai. Mais voilà, vu que je découvre, il va falloir que je déconstruise tout ça. Et le gros inconvénient d'être prof encore à l'Alliance française, c'est que je n'ai pas encore ce sentiment de liberté de choisir mes horaires. Le côté positif, c'est que je suis sûre d'avoir une rémunération grâce à l'Alliance française, parce que les cours sont fixés. C'est pas comme mes cours particuliers où ils peuvent annuler au dernier moment, où ils peuvent annuler les cours. Donc ça, c'est quand même plaisant.
Et il me demande quand même si j'accepte de prendre tel cours ou tel cours. Mais une fois que je dis oui, le créneau est posé. Et donc après, je dois enseigner tout le temps sur ce créneau. Et ça, j'avoue, cette flexibilité-là, ce manque de flexibilité, ça me dérange encore. Et je crois que j'ai vraiment envie d'être flexible sur mes horaires, de pouvoir me dire, là non, je choisis mon emploi du temps. J'ai vraiment envie de choisir mon emploi du temps. Et je pense évidemment à l'année prochaine, parce que juillet, août, je ne serai pas payée. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Et je ne souhaite pas être prof de FLE toute ma vie. Surtout que la première année, l'Espagne te fait une fleur pour la sécu, les impôts, parce que voilà, tu commences en tant qu'autonomo, mais après, tu vas devoir payer 250 € par mois, même si tu gagnes genre 1000 €, plus après la déduction de 15%, qui est aujourd'hui à 7%. Donc en fait, ça a augmenté énormément. Donc tu réfléchis quand même à 2 fois avant de t'embarquer là-dedans. Et heureusement que j'écoute les podcasts sur l'entrepreneuriat, sur la valeur de tes services, comment proposer des prix justes, qu'est-ce qui t'aide à évoluer, à vraiment t'affirmer, etc. Et plus tard, si je veux me mettre à mon compte sur un projet, ça m'aide énormément à faire cette transition. En tout cas, cette période m'a fait prendre conscience que quand tu es en mouvement, de toute évidence, les choses bougent. Ça, c'est sûr. Je ne sais pas où je vais encore, vraiment, mais en tout cas, j'expérimente. Et je pense que c'est une chance quand même incroyable que je puisse tester le statut auto-entrepreneur en gardant mes compétences et en prenant le temps de chercher ce que je veux faire sur ma formation, parce que je ne sais encore pas ce que je veux faire sur la formation. Donc je prends le temps de faire des connaissances, de m'habituer à la ville avec quand même une météo incroyable. Dans un podcast, j'avais entendu quelqu'un parler de cette métaphore de l'eau ou de la nature de manière générale. Et ça a beaucoup résonné en moi, que quand les choses stagnent dans la nature, elles meurent. L'eau stagnante moisit, la nourriture, si tu la laisses, ça pourrit. Et je pense que c'est pareil pour nous. En tout cas, pour moi, ça me parle beaucoup. Parce que quand il y a du mouvement, il y a de la vie et il y a aussi les cycles. Et même si tu ne bouges pas beaucoup, le simple fait de faire une petite action est déjà un mouvement. Et je me rends compte que tout ne se fait pas en une semaine, clairement. Ça prend du temps. Et bon, je vais devoir commencer à réfléchir car en janvier, je vais devoir décider si je poursuis ma dispo ou pas. Voilà, il y a cette question aussi, clairement. J'avais hésité également à prendre la formation de Manon pour être content manager, mais au final, je n'arrivais pas à me décider et sentir si c'était le bon moment. Surtout que financièrement, je ne peux m'autoriser qu'une seule formation et je ne savais pas laquelle choisir entre ça, la danse libre ou la naturopathie. Mais du coup, pour le mois de novembre-décembre, je vais essayer de faire une page web, sur voir si ça me convient, si ça me plaît, si j'aime faire ça. Et parce que j'aime faire les montages vidéo, j'aime bien utiliser des logiciels. Donc, je vais voir si c'est pas juste un hobby ou si vraiment j'en ai envie de faire une formation pour en faire mon métier. Donc, il y aura ce côté-là. Dans un podcast qui était « C'est quoi réussir sa vie ?» Question qui était posée à des enfants, leur réponse était juste magique. Il y a un enfant qui a dit « Réussir sa vie, c'est être fier de ce que tu as fait ». Par exemple, c'est pas d'avoir 20 sur 20, car peut-être tu as commencé à 8 sur 20, mais tu as réussi si maintenant tu as 12 sur 20. Et j'ai trouvé cette phrase si juste, d'où l'importance d'ailleurs d'arrêter de se comparer. Et merci le Human Design de m'avoir encore plus permis de sortir de la comparaison. Mes expériences, ça me sont propres et c'est seulement à moi de savoir si ça va me convenir ou si ça me fait avancer au moment présent. Et même s'il y a encore beaucoup de doutes, je me dis que j'avance. Et même si je devais revenir 1 an dans l'éducation nationale, peut-être l'année prochaine, je sais pas, je sais que je ne recule pas car ce sera pour un objectif précis et pas pour y rester encore des années. En tout cas, comme a dit l'enfant, si réussir sa vie, c'est être fier de ce que tu fais, franchement, je peux me dire que je suis fière de ce que j'ai accompli et vraiment de tous les petits pas que j'ai faits pour en arriver là et que ce n'est pas fini.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pensez à vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains. Pour m'aider à faire connaître l'émission, vous pouvez la noter et la commenter sur votre application d'écoute. Je vous invite également à la partager avec vos proches, vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook @avantjétaiprof. Et si vous avez besoin d'aide dans votre propre reconversion, jetez un œil à mon site internet avantjétaiprof.com. Vous y trouverez la liste de tous les épisodes du podcast, des articles de blog, des idées de formation et mes propositions d'accompagnement. À bientôt!